Laurent Grand-Guillaume nous quittera vers 9h10, donc c'est lui qui va lancer le débat. Et Michel de Virville a eu vraiment la grande gentillesse d'accepter de venir un peu au pied levé, étant l'un des 4 mousquetaires de ce projet. Il est plus que légitime, mais néanmoins on le remercie beaucoup parce qu'on a envie de parler de territoire zéro chômeur longue durée, et c'est lui qui va faire l'essentiel des débats avec vous tout à l'heure, puisque Laurent s'en ira. Alors, je présente... Dans quel ordre, je ne sais pas. Michel de Virville répond bien à l'un des axiomes de Mark Ullmann, qui était de dire que si on s'enfermait dans une spécialité, on ne risquait pas d'autre chose que de se tromper sur le futur. Qu'il fallait donc être dans les mélanges, la disciplinarité. On a à ma droite Michel de Virville, que tout le monde connaît, j'imagine, ici, mais pas forcément sous toutes ses facettes. Donc il est à la fois chercheur, mathématicien, il a été haut fonctionnaire dans de multiples ministères, d'où l'intérêt d'ailleurs dans la démarche. Surtout au travail. Surtout au travail. Pendant 15 ans, il a été secrétaire général et en partie DRH, pendant une certaine période, de Renault. Donc expérience complètement, disons, du privé ou de l'entreprise. Il a présidé aussi le Collège des Bernardins, que plusieurs d'entre vous apprécient particulièrement pour ses débats sur l'éthique, notamment du numérique en ce moment. Et il est par ailleurs élu local, il faut le dire. Donc, il faut le dire. Il faut le dire. Parce qu'alors à sa droite, Laurent Grand-Guillaume, alors lui c'est un ex de tout, il n'a que 40 ans tout mouillé. Et il a déjà été député, maire adjoint, enfin adjoint au maire, évidemment au conseil général aussi. Enfin, il a une carrière politique assez longue, au PS encarté depuis 96 ou quelque chose comme ça de mémoire. Et il a tout lâché il y a un an en disant, moi la politique c'était pas un truc définitif, c'est du provisoire. Hein. Il est pour le non-cumul des mandats dans le temps, donc on l'a compris. Donc il y a un moment il faut s'arrêter. Donc c'est un retraité de la politique au sens partisan du terme, mais évidemment pas de la politique au sens large. Et son engagement à titre bénévole, je le signale, parce que je pense qu'il y passe bien 3 jours par semaine, je ne sais pas comment il fait, dans territoire zéro chômeur de longue durée, est quelque chose de très prenant. Alors j'aimerais bien le lancer sur, notamment avec l'histoire du duo, là, sur l'aventure et le combat que ça a été pour faire qu'à la fin, unanimement, parce que moi j'en connais pas beaucoup des comme ça, la proposition de loi qu'il a portée devant l'Assemblée et le Sénat a été votée en février 2016 pour lancer l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Parce que c'est un vrai parcours du combattant. Il faut, je laisse en parler, et après on parlera plus précisément de TZ-CLD, j'arriverai jamais, tout à l'heure. D'abord, merci pour cette invitation, et vraiment je suis désolé de vous quitter tôt ce matin parce que, comme vous l'avez dit, je préside bénévolement donc l'association Territoire Zéro Chômeur de longue durée, mais j'ai mon travail d'abord, et je suis directeur du développement et de la formation d'un groupe qui accompagne les personnes qui créent une activité, donc des consultants, des formateurs. Et il y a 4000 salariés indépendants dans le groupe, ce qui fait que l'agenda il bouge souvent avec les réunions internes, et donc je suis pris tout à l'heure par une réunion importante dans l'entreprise. Donc je m'excuse par avance de vous quitter tôt. Voilà. Mais Michel parlera bien mieux que moi encore du projet. Donc sur le territoire zéro chômeur de longue durée, c'est vraiment le combat du droit à l'emploi pour tous. Bon, c'est inscrit dans les textes, c'est inscrit dans les têtes, mais après, comme le disait très bien Ledru-Rollin dans un de ses discours que j'ai relu récemment, bon, il y a des idées qui sont belles. Après, c'est comment on passe à la République appliquée. Et la République appliquée, c'est comment on met en œuvre, en quelque sorte, de belles idées, comment on les expérimente. Je disais que cette idée, si elle est belle, après, pour sa mise en œuvre, c'est là où c'est le plus compliqué, puisque l'idée a été pensée par Patrick Valentin, qui est un bénévole, un acteur de la société civile. Il a été hybridé, on va dire, dans ATD Quart Monde. ATD Quart Monde, une grande association que vous connaissez qui lutte contre la pauvreté. Et moi, à l'époque, j'étais député. Quand j'ai rencontré Patrick Valentin, ATD Quart Monde, puis Michel de Virville, puis Louis Gallois, enfin plein d'acteurs en fait, pour travailler ensemble sur ce projet et bâtir une proposition de loi. Alors, il a fallu d'abord que j'arrive à convaincre les membres de mon propre groupe. En général, c'est le plus compliqué. Voilà. C'est le premier point. Voilà. Donc ça a mis du temps.
Et puis après, il a fallu, parce que dans la Ve République, il faut quand même en passer par le gouvernement, il a fallu convaincre le gouvernement, ce qui n'a pas été simple non plus. Parce qu'en fait, quand on parle d'expérimentation, ça veut dire que quelque part, on donne au territoire la possibilité de faire, de mettre en œuvre, sans avoir un contrôle permanent, hein, et donc de laisser une marge de manœuvre importante au territoire, ce qui n'est pas totalement dans notre culture, très centralisatrice, voilà. Et donc il a fallu convaincre. Et pour faire cela, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais saisi en tant que député le Conseil d'État sur la base de la proposition de loi pour disposer d'un avis du Conseil d'État, ce qui a permis d'abord de crédibiliser notre démarche sur la question, on va dire, de l'écriture de la loi. Hein, et ça a été un point important, hein, puisqu'on avait ce rapport du Conseil d'État. Puis, j'avais saisi par le biais du président de l'Assemblée nationale le Conseil économique, social et environnemental, qui a fait un rapport sur les conditions de réussite de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Et donc, ça a permis, là aussi, de crédibiliser notre démarche. Parce que disposant de ces deux avis, on a pu convaincre aussi qu'on n'était pas seulement des utopistes, avec une idée de faire des territoires zéro chômeur de longue durée, par l'activation des dépenses passives, mais qu'on était bien des réalistes, hein, puisqu'on voulait la mettre en œuvre dans les territoires. Voilà, ça c'est important. Et donc il y a eu le combat politique, le combat de pédagogie, j'allais dire, d'expliquer sans cesse c'est quoi cette idée, comment ça fonctionne, et ça Michel va le faire. Et ça a pris du temps, puisque on va dire qu'on a commencé cela à partir de 2013. La loi a été votée en 2016. Les décrets d'application ont été pris au cours de l'année 2016. Les territoires ont été choisis à la fin de l'année 2016. Et à la mi-année 2017, on va dire, pour la plupart, les entreprises ont été créées dans les territoires concernés. Et puis maintenant, il y a 650, je ne sais plus à peu près, hein, contrats à durée indéterminée qui ont été signés dans ces 10 territoires pour des personnes qui sont au chômage de longue durée. Voilà. Donc ça a été compliqué. Compliqué, et d'autant plus que, je vous l'ai dit, on a une culture très centralisatrice, ce qui n'est pas le cas des pays anglo-saxons. Loin de là. Alors, là, je voudrais insister sur ce point. Quand on parle d'expérimentation, pour élargir le sujet, et revenir au cœur par Michel, ce que l'on rate souvent, c'est le passage à l'échelle. C'est-à-dire comment on passe, lorsqu'on parle d'une innovation économique et sociale, de 10, 20, 50, 100 territoires. Peut-être 200 un jour, peut-être plus même. C'est notre ambition en tout cas. Eh bien, comment on fait ce passage à l'échelle? Et c'est souvent là qu'on échoue. Pourquoi? Pour plein de raisons. Soit parce qu'on crée une nouvelle bureaucratie qui va gérer l'ensemble et qui donc étouffe les initiatives, voilà. Soit pour plein d'autres raisons. Et donc nous, depuis la fin de l'année 2016, on a créé une association, donc Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, qui vise à réussir ce passage à l'échelle. Cette association, elle s'est dotée à la fois d'outils de capitalisation, comment on capitalise à partir du travail d'un fonds d'expérimentation qui est présidé par Louis Gallois sur des résultats pour tirer le meilleur de ce qui se fait de manière à le transférer dans ceux qui voudront demain expérimenter, donc capitaliser. On utilise aussi des outils de scalabilité. Alors, scalability, vous savez, c'est ce qui est utilisé par exemple par des plateformes. Hein, c'est-à-dire comment une plateforme, dans le numérique, puisque vous travaillez sur le digital, elle gère 100 personnes et demain elle va en gérer peut-être 1 million ou 500 000. Et comment on fait en sorte que l'outil en fait, puisse absorber cette masse. Voilà. Eh bien nous, en fait, on adapte cette scalabilité à l'innovation sociale en construisant des outils qui vont être capables, justement, de pouvoir être utilisés demain par 50, 100, 200, 500 territoires. Donc là, il y a quand même une démarche aussi intéressante, je trouve, qui est liée, d'ailleurs, à ce qui se passe dans les startups, dans le numérique. On est quelque part une startup, non, Michel, hein? En quelque sorte, voilà. Et on a aussi un enjeu de transfert de compétences. Comment on rend les acteurs dans les territoires les plus autonomes possibles pour porter l'idée? Comment on leur donne, là aussi, des outils? Comment on transfère des compétences? Mais comment on le fait le plus possible dans le territoire? Et donc, on crée dans toutes les régions de France ce qu'on appelle des grappes régionales, de manière à ce que les acteurs soient les plus autonomes possibles dans les régions pour pouvoir hybrider le modèle et transférer le modèle entre un territoire d'expérimentation et 15 nouveaux territoires qui veulent expérimenter. Par exemple, j'étais hier au téléphone avec une personne qui est à Boulogne-sur-Mer, qui anime
une des grappes régionales, donc celle des Hauts-de-France. Et ben dans les Hauts-de-France, vous avez un territoire d'expérimentation, c'est la métropole de Lille, avec 2 territoires à l'intérieur qui expérimentent, à Los et Tourcoing. Et vous avez 15 nouveaux territoires dans la région qui veulent expérimenter. Et donc, comment on réunit cet ensemble pour transférer, finalement, les compétences entre les uns et les autres? Comment on se prépare collectivement à ce passage à l'échelle? Donc, vous voyez bien qu'il y a à la fois un enjeu d'outils, on va dire, mis en place, de transfert des compétences, de formation, et un outil de mobilisation du territoire. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et enfin, dernier point, et après j'arrêterai, parce que ça va être intéressant d'écouter justement Michel. Moi, ce que je trouve intéressant, et c'était, j'avais été invité par Bill Wilson. Bill Wilson, c'est le président de la Société américaine de sociologie, qui a été conseiller de Barack Obama et de Bill Clinton, et qui m'avait invité en février à Harvard pour présenter Territoire zéro chômeur de longue durée. Ce qu'il m'avait dit, et lui, il a travaillé sur la transformation des ghettos noirs aux États-Unis, puisqu'il est né à Chicago, il a beaucoup réfléchi sur ces enjeux, et il m'avait dit le plus important, c'est de comprendre pourquoi certaines personnes ne vont pas rentrer dans votre projet, pourquoi certains territoires ne vont pas rentrer dans votre projet, de manière à adapter le projet en permanence. C'est-à-dire, en fait, quelque part, s'intéresser en permanence aux invisibles du projet. Parce qu'en fait, on peut avoir tendance, vous savez, c'est le lampadaire qui éclaire un espace, à s'intéresser à ce qui est éclairé, mais à jamais regarder autour. Et chemin faisant, eh bien, votre projet il va se réduire, finalement, puisque vous allez de petit à petit vous enfermer. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est d'arriver à comprendre pourquoi des personnes qui sont au chômage longue durée vont peut-être refuser de participer à l'expérimentation. Pourquoi certains territoires où on va aller faire une réunion vont se mobiliser en quelques mois pour créer un comité local et s'inscrire dans le projet, et pourquoi d'autres, en y allant 5 fois, ne se mobiliseront jamais. Pourquoi dans toutes les régions de France, vous avez des territoires qui sont mobilisés, et pourquoi en région Occitanie, qui est une des régions les plus frappées par le chômage en France, mais pourquoi dans cette région, nous avons très peu de territoires aujourd'hui candidats à l'expérimentation? Eh bien, comprendre cela, c'est faire en sorte justement de réussir le projet dans le passage à l'échelle. C'est ça aussi qui est important, et c'est là-dessus aussi, je crois, qu'on doit insister, et c'est pourquoi on est aussi ouvert à ce qui se passe à l'international, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui réussit, qu'est-ce qui peut nous aider, toujours pareil, pour pouvoir avancer. Et la force de notre projet, finalement, c'est notre diversité. Vous avez Michel Deverville qui est là, qui est un expert du travail, qui connaît parfaitement l'administration du travail, parce que moi j'étais plutôt sur la partie finance à l'Assemblée nationale, donc c'était pas mon domaine, on va dire, l'administration du travail, et plein d'autres compétences industrielles et de l'entreprise. Et donc il a apporté dans le projet sa culture, quelque part, alors qu'on n'était pas du même monde, si vous voulez, au sens culturel. Vous voyez. Et puis il y en a d'autres qui ont apporté leurs idées, comme je pense les Gallois, comme les associations de lutte contre la pauvreté. Là, par exemple, récemment, on a intégré l'APF, France Handicap, et la fondation Amipi. Je ne sais pas si vous connaissez la fondation Amipi, c'est une fondation en gros qui a créé des usines industrielles qui embauchent des personnes qui ont un handicap et qui est devenue sous-traitant de rang 1 de l'industrie automobile. Donc on peut concilier handicap et performance. Voilà. En intégrant ces acteurs dans le projet, on le fait grandir à chaque fois. Vous voyez, parce qu'on intègre par exemple la question du handicap, non pas seulement dans le faire, parce que ça on le fait, on a des entreprises qui ont 30% de personnes en situation de handicap, mais aussi dans la réflexion, comment on se projette. Voilà. Quand on intègre des écologistes militants comme des acteurs de l'écologie ou de l'économie circulaire, là aussi on progresse. Parce que dans plus de 50% des activités, on est sur la transition écologique, on est sur l'économie circulaire, mais on a besoin aussi de se projeter, de comprendre, voilà, pour voir où on peut aller loin, voilà, sur ces questions. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est que finalement, ce projet, il appartient à personne. Il appartient ni à moi, ni à Michel, ni à d'autres. Il appartient en fait au territoire qui le porte, voilà, et à ceux qui le mettent en œuvre. C'est ça qui est important. Et en fait, ils l'adaptent à leurs besoins dans le territoire. Et finalement, ils en font leur levier d'action. Voilà, c'est ça qu'on arrive à faire encore jusqu'à présent. J'espère qu'on va pouvoir continuer à le faire de cette manière-là, en laissant toujours cette liberté, voilà, aux acteurs pour faire, voilà, être des makers au sens où on l'entend aujourd'hui,
et pas uniquement des personnes qui pensent, à quelques-uns autour d'une table, mais qui ne le font jamais. Hein, parce que ça, on est très fort aussi, hein, pour penser, mais ne jamais mettre en œuvre. Nous, on délivre, on met en œuvre, on mesure des résultats, on évalue, voilà, et on fait en sorte de, quelque part, manager aussi le projet, mais dans le bon sens du terme, pas dans un sens uniquement vertical de contrôle, mais dans le sens de réussir l'accompagnement au changement, et donc la transformation. Et finalement, nous, on a une chaîne de transformation aussi, comme dans une entreprise, sauf que c'est une chaîne de transformation humaine, au sens où on part des personnes qui ne sont nulle part, qui sont invisibles, pour les faire rentrer dans un projet positif, où elles sont les acteurs du projet, et justement où elles vont pouvoir retrouver une dignité par le travail, voilà, et se dire qu'elles sont dans un collectif qui, oui, crée du chiffre d'affaires, qui doit développer de l'activité, qui doit aller chercher des clients, et pas dans un système passif, en fait, où on subit plutôt que d'agir. Je vais, en fait, vous inviter à, d'une certaine manière, par rapport à une partie de ce que Laurent vient de vous présenter, je reviens en arrière sur le démarrage du projet. C'est un projet qui s'intéresse à quoi? Qui s'intéresse à une question qui est restée sans réponse jusqu'à aujourd'hui, qui est celle du chômage de longue durée. Si vous regardez les 20 dernières années, le volume des chômeurs de longue durée, de ceux qui restent durablement privés d'emploi, a régulièrement augmenté. Toutes les périodes où on a vu décliner le volume du chômage sont des périodes où on n'a pas enrayé la montée du chômage de longue durée. Et c'est une question qui n'est pas spécifique à la France, c'est une question qui se pose partout, mais qui est certainement plus aiguë en France qu'ailleurs. Et l'ambition qui est la nôtre n'est pas mince. Nous ambitionnons de résoudre ce problème. C'est-à-dire que nous ambitionnons de mettre fin au chômage de longue durée. Alors évidemment, on ne peut pas avoir cette ambition à vue humaine au niveau de l'ensemble du territoire national. Et un premier élément que vous devez avoir très précisément à l'esprit pour comprendre ce que nous faisons, c'est que notre démarche est territoriale. Donc ce que nous visons, c'est sur des territoires volontaires, leur donner les moyens, par une méthode, de mettre fin au chômage de longue durée. Mettre fin au chômage de longue durée, ça veut dire offrir un emploi à tous les chômeurs de longue durée du territoire. La phrase que je viens de dire mérite un petit peu plus d'explication. Il s'agit de territoires volontaires, c'est-à-dire que les acteurs, ça n'est pas nous. Les acteurs, ce sont les territoires. Et ce que nous faisons ne peut se faire que dans des territoires qui, non seulement ont décidé d'être volontaires, mais se sont organisés pour être volontaires. Parce qu'être volontaire, ça n'est pas une décision. Être volontaire, c'est un chemin, c'est un processus, et on s'y engage et on découvre ce que ça veut dire que d'être un territoire volontaire. Être un territoire volontaire, ça veut dire être un territoire qui s'engage politiquement. Ça veut dire être un territoire où les entreprises qui habitent ce territoire s'engagent également. Être un territoire volontaire, ça veut dire qu'il y a des ressources humaines, et en particulier des ressources associatives, qui elles-mêmes s'engagent. Et nous ne pouvons rien faire tant que ce consensus territorial n'a pas été construit. Et la phrase que je viens de dire est elle-même fausse, parce que quand on dit que le consensus territorial a été construit, on peut avoir l'impression que c'est fait. Et notre expérience, là on a 1 an et demi avec des territoires volontaires, c'est qu'il ne suffit pas d'être volontaire au départ. Il faut rester volontaire dans la durée. Donc voilà, notre objectif et notre ambition, c'est de dire à des territoires, si vous construisez votre volontariat, et si vous l'entretenez, ce que nous vous apportons, ce sont des moyens et des méthodes précises qui vont vous permettre, vous, territoire volontaire, de mettre fin au chômage de longue durée chez vous. C'est-à-dire d'offrir un emploi
à tous les chômeurs de longue durée qui le désirent. On parle de chômeurs privés d'emploi. C'est-à-dire de tous ceux qui, quand ils se présentent pour être recrutés quelque part, font l'expérience qu'ils ne sont ni les premiers, ni les seconds, ni les troisièmes, ni les quatrièmes, et donc que ce n'est pas eux qui sont recrutés. Et donc ils font l'expérience décourageante de ne jamais être sélectionnés. À ceux-là qui sont privés d'emploi, nous nous proposons de procurer un emploi. Maintenant que j'ai bien insisté sur le caractère territorial et sur cette importance du consensus territorial pour avancer, il faut que je vous donne 3 éléments de méthode essentiels. Et après ça, je reviendrai, parce que je crois que c'est ça qui vous intéresse, sur l'esprit de la méthode que nous suivons. Les 3 éléments de méthode essentiels, ce que nous répétons toujours et partout, c'est la première chose, c'est que nous avons développé une méthode qui permet effectivement d'embaucher tous ceux qui souhaitent une activité. Alors, je ne sais pas si vous l'avez observé, mais je suis passé de recruter à embaucher. Et ce changement de mot est un changement essentiel. Précisément, ce que nous faisons, c'est que nous cassons la logique infernale du recrutement. La logique infernale du recrutement, c'est qu'on recrute les gens pour faire une chose bien précise. Et on essaye de trouver le meilleur candidat. Et nos interlocuteurs sont ceux qui ne sont jamais le meilleur candidat. Ce que nous faisons dans Territoire Zéro Chômeur, c'est que nous les embauchons, sans condition. Et que la première tâche que nous leur... non pas que nous leur fixons, mais qu'ils construisent avec nous, c'est de, en fonction de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils savent faire et de ce qu'ils souhaitent faire, de construire une activité qui soit utile localement. Mais qui soit vraiment utile localement, qui produise un bien ou un service qui est recherché localement et non construit à l'heure actuelle. Il y a une méthode qui n'est pas hyper compliquée, mais qui est quand même tout à fait novatrice par rapport aux méthodes de recrutement. D'ailleurs, à l'heure actuelle, il y a des réflexions sur le recrutement qui ne sont pas si éloignées que ça de ce que nous faisons. Donc, nous les embauchons inconditionnellement et nous construisons ensuite. Je vais prendre juste un exemple très concret. Pratiquement la moitié des gens dont nous parlons ne sont pas en mesure, au moins dans l'immédiat, de prendre un emploi à temps plein. Eh bien, c'est eux qui choisissent leur format horaire de travail. Et l'expérience que nous faisons de façon continue, c'est qu'au départ, ils prennent des horaires réduits et que très vite, ils vont vers le temps plein parce qu'ils souhaitent travailler. Mais ça nous permet, par exemple, d'embaucher des gens qui ont des handicaps de santé considérables, qui ne peuvent pas travailler à temps plein, mais qui peuvent très bien prendre un emploi à temps partiel. Donc vous voyez, première idée, il s'agit d'embaucher sans condition ceux qui sont privés d'emploi. La deuxième idée, c'est que localement, on ne manque pas d'activités utiles. Dès qu'on commence à travailler collectivement sur un territoire, on s'aperçoit qu'il y a quantité de biens et de services utiles qui ne sont pas faits. En partie parce que ce sont des biens et des services qu'on ne sait pas produire dans les conditions normales de travail, mais en partie aussi parce que tout simplement, dans beaucoup de zones de notre territoire, il n'y a pas la dynamique entrepreneuriale qui fait que tous les biens et les services utiles sont produits. Donc, la deuxième hypothèse qui est la nôtre, c'est qu'on ne manque pas de travail. Et donc le processus que je viens de vous décrire il y a un instant de co-construction avec les chômeurs de longue durée de ce que va être leur emploi, ce processus-là, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser les activités qui sont utiles.
Alors je fais évidemment tout de suite, je ne le fais pas tout de suite parce qu'il faut que j'ai pris la troisième partie avant de vous parler de celle-là. Donc je vais revenir dans un instant sur ces activités qui sont le cœur du sujet. La troisième hypothèse que nous faisons, c'est qu'en fait, si on veut générer ces emplois, ceux-ci coûtent beaucoup moins cher que ce que nous dépensons pour indemniser ou donner les moyens de subsistance aux personnes concernées. C'est-à-dire que plutôt que de continuer de les indemniser, vous savez, c'est le fameux pognon de dingue du président de la République, prenons ce pognon de dingue et utilisons-le pour accélérer la mise au travail des personnes concernées. Alors, c'est là où je reviens sur ce que j'allais vous dire il y a un instant. Dès lors qu'on utilise le pognon de dingue pour accélérer l'embauche des intéressés, évidemment, il serait complètement fou de faire concurrence à l'emploi marchand, même de faire concurrence à l'emploi public, même de se substituer aux emplois aidés, à l'insertion par l'activité économique, à toutes cette sorte de choses. Si on fait ça, on n'a pas fait un pas en avant, puisqu'on est en train de détruire en même temps qu'on construit, donc la somme totale est nulle. Donc, les activités que nous recherchons localement, et dont nous définissons progressivement les contours, dont le territoire définit progressivement les contours, ce sont des activités qui sont supplémentaires, qui ne font concurrence ni à l'activité privée, ni à l'activité publique. Et vous voyez, une des fonctions du consensus territorial, c'est évidemment d'effectuer ce contrôle. C'est-à-dire de veiller en permanence à ce qu'il s'agisse bien d'emplois supplémentaires. Assez souvent d'ailleurs, quand on a commencé une activité, on s'aperçoit qu'elle peut se poursuivre dans un autre cadre. Donc cette activité de création, de développement d'emplois est aussi une activité qui donne naissance à des choses qui vont s'échapper de notre opération et qui vont continuer sur le territoire. Donc vous voyez, je reviens très rapidement sur ces trois hypothèses. Premièrement, il est possible de mobiliser tous les chômeurs de longue durée qui le veulent. Deuxièmement, ça n'est pas l'activité locale qui manque, et une activité locale qui soit véritablement supplémentaire. Troisièmement, ce qu'il faut ajouter comme subventionnement pour mobiliser ces emplois nouveaux est d'un coût pour la collectivité inférieur à ce qu'elle dépense déjà pour venir à l'appui de ces gens qui ne sont sans ressources. Et c'est donc ces trois hypothèses que nous avons, le projet a été formé, de l'expérimenter. Alors, comme Laurent vous l'a expliqué, on a, au moment du vote de la loi, on a veillé à ce qu'on n'ait que 10 territoires. Pourquoi 10 territoires? Parce qu'il faut mesurer la résistance extrêmement forte que nous avons rencontrée pour avancer. Je peux parler de ma propre résistance. À l'époque, j'étais à la Cour des comptes, dans la Chambre sociale, dont j'étais le président d'une des sections, et Patrick Valentin est venu me voir en me disant apparemment vous êtes intéressé par ces questions, ça c'était tout à fait exact. Voilà mon projet, il m'a expliqué ce que je viens de vous expliquer. Et j'ai dit, cher monsieur, puisqu'à l'époque je l'appelais comme ça, cher monsieur, franchement votre histoire c'est fou. C'est-à-dire vous voyez bien que dès lors que vous subventionnez de l'activité, à l'évidence vous allez en détruire ailleurs, donc ça ne va rien résoudre. Et il a mis quand même plus d'1 an à me convaincre, et avant que je m'engage pour faire ça. On a rencontré des résistances de tous ordres. Et donc, il fallait absolument être sûr que dès lors qu'on aurait les conditions de l'expérimentation, on soit en mesure de démontrer que ça fonctionne. Et pour ça, il était très important
de démarrer avec un nombre de territoires limité, de façon à ne pas traiter tout de suite le problème de gouvernance qui est devant nous, que Laurent vous a exposé, qui est comment fait-on pour passer à l'échelle, comment fait-on pour mobiliser plus de territoires. Vous voyez, pourquoi ces résistances? Parce que ce que nous faisons est vraiment contraire à la façon dont l'État s'occupe en général de cette question. Comment est-ce que l'État s'occupe de cette question? Prenez les contrats aidés, prenez les différentes formules d'insertion par l'économique. On définit une mesure dans laquelle on fait l'hypothèse que ceux qui vont l'appliquer risquent d'être des tricheurs. Je ne dis pas qu'ils sont des tricheurs, hein, ça serait caricatural de dire ça, mais risquent d'être des tricheurs. Et donc, on équipe cette mesure de toute une série de conditions objectives, comme on dit, qui visent à éliminer les tricheurs. Bon, l'expérience constante, puisque moi j'ai été aussi, j'ai fait ce métier-là aussi, c'est qu'en fait, on élimine beaucoup de choses utiles et qu'on n'élimine pas tous les tricheurs, parce que c'est juste impossible. Ce que nous faisons, c'est exactement l'inverse. Pour être un territoire volontaire, il faut être vraiment volontaire. C'est tout. Si on est vraiment volontaire, on construit quelque chose qui va être le reflet du territoire, qui n'est pas du tout ce que Patrick Valentin, Laurent Grandguillaume, Michel de Virville souhaitent pour ce territoire. C'est ce que ce territoire souhaite. Et on donne de l'argent public à ce territoire pour faire ça. Alors, ça pose quelques problèmes de contrôle de l'utilisation de l'argent public. Ceux qui ont un peu d'expérience en la matière peuvent l'imaginer. Mais c'est bien ce qu'on a réussi à faire admettre. Et je prends un exemple très simple. Vous voyez bien qu'évidemment, tous les territoires ne vont pas avoir les mêmes besoins de financement pour faire ça. Il y a des territoires plus riches que d'autres. Donc il y a des territoires qui vont avoir besoin de moins d'argent et d'autres qui vont avoir besoin de plus d'argent. Donc une des premières choses qu'on a dites, d'abord à Laurent, puis aux parlementaires et surtout à l'administration, c'est de dire ceci ne peut fonctionner que si le fonds d'expérimentation est capable de moduler ce qu'il donne au territoire. Et vous voyez, qu'est-ce que ça évoque? C'est quelque chose c'est terrifiant de penser une chose pareille. On ne va pas donner la même chose à tout le monde. Donc on va distribuer en fonction des besoins et pas en fonction d'une règle républicaine uniforme. Donc pas d'égalité devant les conditions d'expérimentation. De fait, le texte a été voté et nous permet de faire cette modulation. J'y reviendrai dans un instant. Pour l'instant, nous ne modulons pas parce que pour l'instant, nous avons le pied sur l'accélérateur pour atteindre le plus vite possible cette situation où il n'y a plus de chômeurs de longue durée dans des territoires. Et de fait, sur les 10 territoires où nous expérimentons, il y en a au moins 2 qui, d'ici la fin de l'année, auront grosso modo atteint ce que nous appelons l'exhaustivité, c'est-à-dire le moment où il n'y a plus de file d'attente. Tous les chômeurs de longue durée du territoire ont été embauchés. Alors pourquoi est-ce qu'on voulait avoir vite ceci? C'est parce que vous voyez bien ce qui se passe. À l'heure actuelle, si on prend ces 2 territoires qui ont à peu près la même taille, il y avait en gros, ce n'est pas la peine que je vous donne des chiffres réels, mais il y avait en gros une centaine de chômeurs de longue durée auxquels il fallait procurer un emploi. Donc nous avons créé, ils ont créé, vous voyez que c'est toujours très difficile à la fois de s'impliquer et en même temps de respecter la dynamique territoriale, ils ont créé une entreprise d'une centaine de personnes qui les emploient. Vous voyez que cette entreprise est souvent la plus grosse entreprise du territoire. Quand on est en territoire rural et qu'on crée une entreprise de 100 personnes sur un territoire qui fait 5-10 000 habitants, c'est la plus grosse ou une des plus grosses entreprises du territoire. Vous voyez que cette entreprise, elle emploie des chômeurs de longue durée. Quand on parle de chômeurs de longue durée, on parle en fait de gens qui, en moyenne, à l'heure actuelle, ont 4 ans de chômage. Donc, les 100 personnes en question, mis à part le patron de l'entreprise, que nous avons en général, enfin, que le territoire a recruté au démarrage, en dehors de ça, il y a 100 chômeurs de longue durée qui y travaillent. Bon, ils ont co-construit à la fois le choix de leur activité, la façon dont ils s'organisent, etc., etc.
Et au total, il s'agit d'une entreprise. Parce que certes, il y a une subvention, mais la subvention ne suffit pas à faire tourner la boîte. Donc il y a un problème d'équilibre économique de cette activité. En gros, pour que vous ayez les chiffres en tête, parce que je crois que c'est intéressant que les choses soient concrètes, un emploi de cette nature, ça coûte, c'est-à-dire si on divise le chiffre d'affaires de l'entreprise par le nombre d'emplois, ça coûte au moins 25 000 euros et au pire 30 000 euros. À l'heure actuelle, on est en moyenne capable de donner une subvention de 18 000 euros. Donc vous voyez qu'il y a à trouver 7 000, 8 000, 9 000 euros de chiffre d'affaires. Je m'empresse de vous dire qu'aujourd'hui, au bout d'un an de fonctionnement, les entreprises ne sont pas encore en mesure de faire ça. Mais nous sommes vraiment convaincus que c'est possible. Et ce qu'on voit de l'évolution de ceux qui ont le plus avancé, et en particulier de ceux qui approchent de l'exhaustivité, c'est qu'effectivement c'est possible. Et nous sommes en train de vérifier que les 18 000 euros que nous donnons, eh bien c'est en gros l'équivalent de ce qu'on trouve quand on mesure ce que l'État économise du fait de la mise au travail de l'ensemble des chômeurs de longue durée, c'est-à-dire les allocations qui ne sont plus dépensées, le fait que très souvent ces personnes étaient dans des situations, alors on peut dire de santé, mais à condition d'avoir une vision large de la santé, c'est des conditions de mal-être non négligeables et qui avaient des coûts pour la société considérables, et là il y a des économies. Donc vous voyez, quand on mesure l'ensemble de ces économies, et que d'autre part on tient compte évidemment du fait qu'il s'agit d'entreprises qui payent des charges sociales, qui payent des impôts, et il y a évidemment un surcroît de revenus pour les intéressés qui n'est pas négligeable, et ce surcroît de revenus génère de l'activité et génère donc de la TVA. Bon. Quand on tient compte de l'ensemble de ça, on s'aperçoit que les 18 000 euros sont absolument couverts. C'est-à-dire que cette opération, en réalité, si on raisonne État complet, alors si on raisonne ministère du Travail, c'est pas du tout vrai, le ministère du Travail, il nous donne la subvention. Mais si on raisonne État dans son ensemble, eh bien, l'ensemble ne coûte pas. Évidemment, cette condition, elle est absolument nécessaire, parce que si on veut faire le passage à l'échelle dont Laurent vient de parler, vous voyez bien qu'on ne peut absolument pas envisager le passage à l'échelle si finalement, chaque fois qu'on ajoute des territoires, ça fait des dépenses supplémentaires. Il est indispensable de démontrer que quand on ajoute des territoires, on ne crée pas de charges supplémentaires pour les finances publiques globales. Voilà, je crois qu'avec ce que je vous ai dit, j'ai à peu près esquissé les choses, et je pense que c'est plus intéressant maintenant de voir comment vous réagissez et de repartir de vos questions. Quelles sont les activités principales? Est-ce qu'il y a une typologie? Est-ce que ces activités sont pérennes? Parce qu'on risque de voir un retard dans un service qui n'a pas été rendu, et puis après, ceci disparaît. Donc, est-ce qu'on peut arriver à les renouveler? Et puis, deuxième question aussi concrète, quel est le pourcentage de chômeurs de longue durée qui, en fait, ne se présentent pas comme demandeurs, soit pour des raisons médicales, soit parce que, ils ont perdu toute dynamique? Et est-ce qu'on peut vraiment parler de chômage zéro? Est-ce qu'il n'y a pas, en fait, un pourcentage de personnes qui sont incapables de le faire? Et est-ce que parmi, d'ailleurs, les difficultés, il n'y a pas tout de même un minimum de savoir, de compétences que des gens n'ont jamais eu ou ont perdu? Qu'est-ce que vous appelez territoire? On commence par le territoire. Un territoire, la réponse à la question, il faut que ce ne soit pas trop gros. Quand on a fait le cahier des charges, je ne suis pas rentré dans le détail de l'opération, mais quand on a fait le cahier des charges, on avait dit qu'on visait des territoires de 5 à 10 000 personnes. C'est-à-dire en gros entre 100 et 200 chômeurs de longue durée à peu près. En réalité, ça ne s'est pas vraiment complètement passé comme ça, parce que la réalité est toujours différente de ce qu'on projette. Donc, mais ça donne bien une idée, c'est-à-dire qu'un territoire, c'est quand même c'est très caractéristique de ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire que
c'est plus des réalités humaines que des stats ou des chiffres que nous manipulons. Un territoire, c'est une zone dans laquelle les gens se voient et où un autocontrôle des personnes par elles-mêmes est possible. Donc, c'est souvent des communautés de communes, ça peut être des quartiers dans une agglomération. Mais quand on choisit dans une agglomération, il faut trouver des quartiers qui ont une réalité à la fois sociale, politique, économique. Il y en a une à Paris, non? Oui, c'est une partie du 13e. Mais, donc vous voyez, voilà ce que c'est un territoire. Mais avant tout, c'est une zone sur laquelle les acteurs que j'ai évoqués, c'est-à-dire en gros ceux qui sont en charge politiquement du territoire, les entreprises qui sont implantées et le tissu associatif qui existe partout dans notre pays, ces trois composantes sont unies comme les doigts de la main pour s'engager dans une affaire qui est une affaire redoutable. Redoutable. Alors redoutable en partie pour la raison évoquée. On n'est pas très populaire sur un territoire quand on dit qu'on va employer des chômeurs de longue durée. Quelle est l'idée principale qui prévaut? C'est que si ces gens-là n'arrivent pas à trouver du travail, c'est quand même, grosso modo, parce qu'ils n'ont pas envie de travailler. Et un des effets les plus prodigieux de ce que nous faisons, c'est que, et on le voit sur les deux territoires où on approche de l'exhaustivité, c'est qu'il y a une première conversion qui est la conversion du regard que les chômeurs de longue durée portent sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques mois, on voit des gens qui se transforment, y compris dans leur physique, parce qu'ils retrouvent de la dignité, accessoirement parce qu'ils retrouvent du revenu, parce que vis-à-vis de leur famille, de leurs amis, ils retrouvent une capacité à une certaine légitimité. Mais il y a aussi le fait que brusquement, les gens du territoire se disent « mais c'est pas vrai, et ces gens-là, ils peuvent le faire ». Alors, comme j'ai fait une présentation rapide, je ne vous ai pas dit que les entreprises à but d'emploi, et c'est un point absolument crucial que j'aurais dû vous dire évidemment, suivent le Code du travail. C'est-à-dire que les intéressés sont rémunérés, alors je vais dire au SMIC, comme vous le savez peut-être pour ceux d'entre vous qui sont les plus versés dans ces affaires, il y a des conventions collectives dont les minima sont supérieurs au SMIC. Donc évidemment, quand on applique une convention collective de ce type, on les paye un peu plus que le SMIC. Mais en gros, c'est quand même, l'ordre de grandeur, c'est le SMIC. Mais on les paye au SMIC, etc. Et on les paye sur des contrats à durée indéterminée. Ce point est absolument crucial, et c'est ça que j'aurais dû vous dire, contrat à durée indéterminée. Alors évidemment, tout le monde nous a dit, et je dois dire que dans tout le monde, vous pouvez m'inclure dans ma phase de sensibilisation, c'est que j'ai fait déjà des efforts, c'est que le CDI, tout le monde nous a dit, mais vous êtes absolument fous. À partir du moment où vous les embauchez sur CDI, ils vont être collés là. Jamais ils ne vous quitteront. Alors d'abord, c'est très bien pour un certain nombre d'entre eux, mais ce n'est pas vrai pour tous. Mais en plus de ça, ce n'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que le fait qu'ils soient embauchés sur CDI est quelque chose qui, au contraire, facilite leur reclassement. Parce que comme ils sont sur CDI, eux, ils peuvent prendre le risque d'aller dans une entreprise. Parce qu'ils savent très bien que si cette tentative n'est pas couronnée de succès, ils vont retrouver leur place. Donc ils ont une assurance au moment où ils prennent ce risque, qui est un risque important pour des gens qui n'ont pas travaillé pendant 4 ans. L'idée d'aller se mettre dans une entreprise, surtout maintenant, c'est-à-dire quelques mois après avoir commencé à travailler, c'est quand même un gros risque. Mais ils le prennent parce que tout simplement, rationnellement, c'est tout à fait réaliste de le faire puisqu'ils ne le prennent pas vraiment. Et l'employeur qui les embauche, c'est pareil. Ils peuvent prendre le risque d'essayer avec eux puisqu'ils savent que si ça ne marche pas, à la fin de la période d'essai, ils vont pouvoir revenir.
Donc vous voyez combien les schémas sur lesquels on fonctionne sur ce problème du chômage de longue durée sont décalés. Bon. Alors voilà ce que c'est que le territoire. Alors, point très important, finalement, est-ce qu'ils sont vraiment volontaires, ces gens-là? Bon. Alors, ce qui est très clair d'un point de vue pratique, c'est qu'il y a à l'heure actuelle, sauf dans les 2 territoires que je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui ne se présentent pas à la porte. Et même dans les 2 territoires dont je vous ai parlé, je ne suis pas du tout certain qu'on ait fait le tour de tous ceux qui sont durablement privés d'emploi. D'abord parce qu'il y a des gens durablement privés d'emploi qui ne sont pas en mesure de travailler. Il y a des gens durablement privés d'emploi, probablement certains qui ne veulent pas travailler, alors même qu'ils le pourraient. Il ne faut pas l'exclure. Il y a la question très importante des jeunes. Parce que tout ce qu'on vient de dire, vous n'y avez peut-être pas pensé, mais est-ce qu'un jeune se considère comme étant un chômeur de longue durée? Enfin, moi, mon expérience, hélas, plus que de plusieurs dizaines d'années de travail sur ce sujet, ça n'est pas du tout comme ça qu'un jeune se pense. Même s'il est effectivement privé d'emploi depuis plus de 1 an, 2 ans ou 3 ans. Il ne se pense pas comme chômeur de longue durée, il a toute sa vie devant lui, donc il ne se pense pas dans ces termes-là. Et de fait, à l'heure actuelle, on a des jeunes, mais on voit bien que c'est une population qui ne se présente pas à la porte immédiatement. Donc, la question que vous posez est très juste. En même temps, l'expérience des 2 territoires que j'évoquais montre bien que ça change tout quand on construit cette situation où il n'y a plus personne qui se présente en disant « je suis privé d'emploi, embauchez-moi ». Et pour le territoire, c'est un changement considérable qui est vu par tous les acteurs et qui est ressenti comme une fierté légitime. Et c'est ça que nous voulons produire. Alors j'en viens à votre 3e question, auquel il n'est pas très facile de répondre. Il y a à la fois des compartiments d'activité qu'on trouve partout. Parmi les activités qui ne sont pas bien traitées, il y a toutes celles qui concernent, en gros, le recyclage et l'environnement, au sens large. Donc l'environnement matériel. Il y a tout ce qui concerne les services à la personne. Et puis, il y a des activités de production de biens simples. Par exemple, il n'y a pratiquement pas de territoire où il n'y ait pas un atelier de menuiserie qui travaille avec du bois de récupération et qui fait des mobiliers à la fois de très grande qualité, d'ailleurs esthétique, mais de prix extrêmement bas. Évidemment, tout ça toujours avec une très grande vigilance pour ne pas marcher sur les plates-bandes de gens qui existent. Mais on pourrait répondre à votre question exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que je viens de dire, qui est quand même très général, il y a beaucoup de diversité territoriale sur les activités. Beaucoup. Et en fait, vraiment, s'il y a une hypothèse qui est vérifiée, c'est que 2 territoires ne se ressemblent pas. Et ça, c'est vrai pour les activités, mais c'est vrai aussi pour les personnes. Villeurbanne, avec un chômage féminin qui est entièrement voilé, parce que c'est un quartier politique de la ville, ben, ce n'est pas du tout le même chômage que Mauléon, dans les Deux-Sèvres, où le chômage est à un niveau bas, 4%, et où les entreprises se battent pour trouver de la main-d'œuvre, et où les chômeurs de longue durée, c'est forcément des gens qui sont vraiment loin des conditions d'embauche dans l'économie marchande classique. Si les chômeurs de longue durée ne sont pas recrutés, c'est parce qu'ils ne sont pas en mesure de travailler dans les conditions de l'économie marchande classique. Alors qu'à Villeurbanne, il y a des tas de gens qui sont en mesure de travailler dans l'économie marchande classique, mais simplement, les femmes voilées, elles ne sont pas embauchées. Nous, on les embauche.
Non, mais excusez-moi, ce qui est intéressant aussi de façon enfin, pratique, que vous n'avez peut-être pas dit, c'est qu'il y a vraiment un déficit local d'offres identifiées via ce consensus sur le territoire. Donc on répond à un déficit par construction. Il y a un déficit d'offres du point de vue de l'activité. Oui. Sinon, par définition, on ferait concurrence à ce qui existe déjà. Mais en revanche, quand on est à Paris 13e, dans Paris, on ne peut pas dire qu'il y a un déficit d'offres d'emploi. Il y a un déficit d'offres d'emploi qui permettent à ces personnes durablement privées d'emploi de s'insérer. C'est un petit peu différent. Bon, d'abord, c'est très intéressant et merci d'avance déjà. Bon. Ensuite de ça, j'ai tout de même un problème avec l'échelle et la généralisation. C'est-à-dire qu'en fait, votre opération, c'est bon pour le signe, moment... Hein. C'est bon signe que vous ayez un problème, parce que oui, nous en avons pour le moment, beaucoup. votre opération est blanche, en gros, à la louche. Hein. C'est-à-dire que vous dites, au lieu de donner des aides aux gens, etc., je donne ça sous forme d'une subvention qui va faire qu'ils vont recevoir la même chose, voire un peu plus, dans un système où ils seront revenus au travail. Alors, la direction du budget ne partage pas complètement mon point de vue. Oui, non, mais attendez. Pour l'instant. OK. Pour l'instant. Bon. Le problème, c'est que tout de même, s'il n'y avait pas le substrat général qui est capable de financer cette aide, c'est-à-dire si la totalité de l'économie basculait dans votre système, elle ne tournerait plus. Puisque quelque part, il faut bien, au départ, avoir ces fameux 18 000 € que pour le moment, les entreprises qui fonctionnent normalement je suis absolument pas d'accord avec vous. Attendez, Non, alors, j'en arrive à ma question, c'est-à-dire est-ce que, parce que je pense que la seule sortie... non, ce n'est pas la seule sortie positive, je pense de toute façon votre travail est positif, mais la vraie solution positive, c'est qu'un chômeur qui a 4 ans de longue durée que vous remettez au travail dans ce système, au bout de 2 ans, re-rentre dans le circuit normal. Oui, non ? Non. Ça, c'est tout à fait irréaliste. Il y a dans nos entreprises, dans les entreprises à but d'emploi des territoires expérimentaux, on voit très bien qu'il y a une variété de situations. Il y a des gens qui, de fait, ont vocation à pouvoir, à vue humaine, en mois, en années, retrouver leur place dans une activité économique standard. Et il y a des personnes qui ne peuvent pas et qui seront durablement dans les entreprises à but d'emploi que nous avons créées. On a fait une présentation, on a tourné un film de télévision sur le territoire de Mauléon, et sur le territoire de Pipriac, qui sont les 2 territoires qui vont atteindre l'exhaustivité. On a tourné un film de télé qui est absolument fantastique, qui montre comment les gens ont co-construit leur activité, comment l'entreprise s'est développée. Il y avait une des salariées de l'entreprise qui était là à la projection du film à l'Assemblée nationale. Cette dame nous a expliqué, elle a une pathologie qui fait que toutes les 3 semaines, elle est 1 semaine arrêtée en soins. Quelqu'un qui a ce profil, dans un recrutement classique, elle ne rentre pas. Nous avons, selon les territoires, par exemple à Mauléon, on a 40% de handicap, de gens qui sont reconnus travailleurs handicapés. Là-dedans, il y a des gens qui ne se reclasseront pas dans le milieu ordinaire. En revanche, il y a aussi, dans les entreprises à but d'emploi, des gens qui vont se reclasser. Et il y en a déjà qui sont sortis, alors qu'on tourne depuis 1 an. Bon, donc, mais la logique de ce que nous faisons, ce n'est pas la logique de l'insertion par l'activité économique, même si en fait on fait le même métier que l'insertion par l'activité économique. Tous ceux qui travaillent dans les territoires sont des gens qui sont peu ou prou issus de ce secteur, etc. Donc. Mais la grosse différence, c'est que, comme vous le disiez, on crée des emplois supplémentaires qui permettent de donner, comme l'a dit Laurent au démarrage, qui permettent de donner une réalité au droit constitutionnel à l'emploi. La Constitution dit qu'il y a un droit à l'emploi. Eh bien, il faut lui donner consistance. Et ce que nous faisons, c'est de lui donner consistance. Mais pour que ça fonctionne, il faut des territoires volontaires. On ne peut pas donner consistance au droit à l'emploi
s'il n'y a pas le volontariat des territoires, qui est un volontariat armé, construit, engagé. Sinon, ce n'est pas possible. Ça ne s'obtient pas par une mécanique. Ça s'obtient par le volontariat du territoire. Et donc, on ne fait pas du tout l'hypothèse que les entreprises à but d'emploi vont se dissoudre dans l'atmosphère au bout de 6 mois, de 1 an, de 2 ans ou de 3 ans. Notre hypothèse, c'est qu'à Mauléon, par exemple, il y aura dans 10 ans ou 15 ans, on espère bien qu'il y aura toujours une entreprise à but d'emploi qui offrira ce qui est nécessaire pour que tous les habitants du territoire de Mauléon aient effectivement une activité. Alors, évidemment, on travaille en liaison étroite avec ceux qui ont déjà cette vocation dans ce qui est financé par l'État, c'est-à-dire avec le travail adapté pour les handicapés, avec l'insertion par l'économie, qui s'occupe de personnes qui ont tout à fait le même profil que celles qui deviennent nos militants, nos acteurs, nos salariés, y compris notre encadrement, parce que dans ces chômeurs de longue durée, on voit se dégager des personnalités qui sont des gens qui ont un charisme, et qui du coup prennent des positions comme on le voit dans toutes les entreprises, hein, je veux dire. Comment les territoires vérifient ou s'assurent que les emplois qu'elles vont proposer ou co-construire avec les chômeurs de longue durée qui sont embauchés donc, ne concurrencent pas les emplois présents ou à venir des agences d'intérim, des sociétés qui font travailler à bas prix des handicapés, je crois. Comment les territoires s'assurent de ça? C'est quelque chose de vivant qui bouge tout le temps? Ben, comment ils s'assurent? La réponse n'est pas uniforme. Chacun des territoires a construit sa procédure. Ce qui compte d'ailleurs, c'est moins la procédure que la composition du comité local. Hein. Parce que je ne vous ai pas parlé de... Évidemment, on est en France quand même, donc les choses sont organisées. Hein, ne vous inquiétez pas. Donc on a des entreprises à but d'emploi. C'est comme ça qu'on appelle cette entreprise très particulière. Pourquoi à but d'emploi? Parce que ce que cette entreprise vise à faire, c'est à donner de l'emploi à l'ensemble de chômeurs de longue durée. Donc c'est une entreprise à but d'emploi, et ce qu'on calcule, c'est le coût de l'emploi créé. Et puis, on a un comité local qui est l'expression institutionnelle du consensus territorial, dans lequel il y a les politiques, les entreprises, les associations. Il y a aussi l'administration, hein, l'administration, les directs, les services extérieurs des ministères. Et c'est ces gens-là qui collectivement surveillent. Alors, dans certains cas, certains territoires ont été assez loin. Par exemple, on fait des enquêtes, ils font des petites enquêtes locales en demandant à leurs clients, aux clients des entreprises à but d'emploi, avant que l'entreprise à but d'emploi existe, qui est-ce qui vous fournissait le bien ou le service concerné? Et ça donne des pistes pour voir si on n'est pas en train de commencer de marcher. Mais cette condition de supplémentarité, c'est comme le consensus. C'est pas parce que ça a été vérifié au départ que ça le reste tout le temps. Il y a des choses qui peuvent être supplémentaires au moment où on les crée, et puis ça ne l'est plus après. Par exemple, en ce moment, on est en train de... C'est un exemple assez intéressant parce qu'il fait complètement changer de paysage. On est en train de travailler avec Saint-Gobain sur le problème du verre. Vous avez tous ces trucs-là en verre. Qu'est-ce qu'on fait des vieux vitrages? Alors, les vieux vitrages, on peut les repasser dans des fours. Pour repasser les vieux vitrages dans les fours, il faut que les vitrages soient complètement propres. Le nettoyage des vitrages est une activité qui n'est pas rentable au SMIC. C'est-à-dire, si on fait faire ça par des gens qui sont payés au SMIC, ce n'est pas rentable. Donc, beaucoup de vitrages, aujourd'hui, sont mis à la benne et enterrés. Et donc, dans certains territoires, on s'est dit, mais c'est complètement couillon. Voilà une ressource que les vitriers sont prêts à nous racheter. Est-ce qu'on peut construire ça? Donc, on est en train de travailler sur cette filière, qui peut être une filière un peu transversale. Donc, vous voyez que le fonds peut aussi aider les territoires à amorcer des choses comme ça. Mais vous voyez bien la logique de l'affaire. Mais il est très possible que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, une fois qu'on aura démontré que c'est faisable,
il est très possible que du coup, on nous pique cette activité. Je dis ça comme ça, mais à l'évidence, c'est une très bonne perspective si on nous la pique. Ça veut dire qu'on aura résolu un problème et puis on se mettra ailleurs. Les activités utiles, interstitielles, supplémentaires ne manquent pas. Ne manquent pas. Donc, chaque fois qu'on constate qu'il y a une concurrence, on abandonne cette activité à celui qui veut la prendre. Et on passe à autre chose. Parce qu'il y a qu'à se baisser. Et les chômeurs de longue durée salariés sont de très bons détecteurs de ça. Ils sont sur place, ils connaissent les besoins de la population, ils savent ce qui est utile et ils savent ce qu'ils savent faire. Donc, ils le font. Évidemment, ce qu'il faut créer, c'est une dynamique entrepreneuriale. Et donc, une des clés dont je ne vous ai pas parlé, c'est le management des entreprises à but d'emploi. Et on a un atelier de management, et c'est une dimension des choses qui m'est particulièrement chère. Mais c'est ça le vrai moteur. Mais vous savez, il n'y a pas besoin d'apprendre le management aux chômeurs de longue durée, comme à n'importe quel être humain. Hein. Le management, c'est quelque chose... Ce qu'il faut, c'est créer un climat de confiance, de légitimité, de cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et une fois qu'on crée ces conditions-là, ben, le moteur fonctionne. Oui, je sais que vous êtes en train de préparer une nouvelle loi. Quelle cette loi va-t-elle comporter? Est-ce seulement l'extension 50, 100, etc. Ou bien est-ce que vous allez régler des problèmes que vous avez rencontrés, c'est des résistances, par exemple dans le lien entre les EBE et tout le réseau des entreprises d'insertion par l'économie. Je pense qu'il était normal de démarrer, mais en fait, comme tu l'as dit à plusieurs reprises, le réseau d'entreprises d'insertion par l'économie fait à peu près le même métier. Alors pourquoi est-ce que dans la loi, par exemple, vous n'essayeriez pas de dire on peut labelliser à certaines conditions, sur un cahier des charges, certaines entreprises pour entrer dans ce jeu des entreprises à but d'emploi? En fait, il y a deux questions dans ta question. C'est la première question. Pourquoi il y en a déjà deux. Hein. Deuxième, le gros problème, de mon point de vue, c'est la pérennité des offres. Dans un territoire qui est le pays Midi-Quercy, qui est Tarn-et-Garonne, on a été 14e ou 15e par rapport au choix des 10 premiers territoires. Et ce que j'ai bien compris, c'est qu'il y a eu une forte mobilisation des associations, des comités, des collectivités locales et des entreprises, mais c'est sur des offres non pérennes. Et là, c'est un problème important. Des offres de... non pérennes, c'est-à-dire, on peut, pendant 6 mois, employer quelqu'un pour nettoyer les berges des rivières. Alors ça, c'est évidemment, comme toujours dans une entreprise, le problème de la pérennité de l'activité est cruciale, hein, et d'une activité qui produit suffisamment de rentrées financières pour que l'équilibre de l'entreprise se fasse. Il y a deux questions. Il y a la question du rapport avec l'insertion par l'économique. Alors, l'insertion par l'économique est très directement l'exemple de ce que je disais tout à l'heure des politiques de l'État. Quand on regarde les chantiers d'insertion, les entreprises d'insertion par l'économique, etc., il y a 4 ou 5 races de procédures qui ont été développées au fil du temps. Je ne suis pas du tout en train de les critiquer, mais l'administration a structuré ce champ en découpant, parce que ce sont des logiques de procédure. C'est-à-dire que dans chaque cas, il s'agit d'essayer de s'assurer que la formule ne sera pas détournée de son objet. D'une certaine manière, ce que nous faisons, c'est la même chose, avec une différence majeure, c'est le CDI. Toute l'insertion par l'économique fonctionne sur des contrats à durée déterminée. Et donc fait l'hypothèse qu'après 2 ans, parce que en gros c'est quand même toujours à peu près ça, qu'après 2 ans le problème est résolu. Alors on sait que c'est faux pour la moitié de la population. Et on sait qu'en plus de ça, pour l'autre moitié de la population, il y a des fois où ça loupe, parce que 2 ans c'est un délai préfixe, et que les choses dans la réalité se passent forcément avec de l'aléa. Et c'est pour ça que, et c'est ce qu'on constate sur les territoires, il y a une alliance qui est absolument logique entre les activités d'insertion par l'économique et nous.
à la fois parce qu'il faut intelligemment orienter les personnes, dans certains cas, vers l'insertion par l'économique, parce qu'on sait très bien que pour eux, c'est suffisant. Au bout de 2 ans, ils auront résolu leurs difficultés. Ils n'ont pas besoin de venir dans l'entreprise à but d'emploi. Et nous, il faut qu'on se concentre sur ceux qui ont vraiment besoin de ça. Donc ça, c'est en amont. Et en aval, évidemment, on offre à l'insertion par l'économique la possibilité d'embaucher des gens qui, au terme de leur parcours dans l'insertion par l'économique, n'ont pas trouvé de solution à leur situation. Donc, vous voyez que c'est tout à fait logique. Donc, sur le terrain, il n'y a pas de problème. Mais en revanche, il ne faut pas se tromper. Une des principales résistances que nous avons rencontrées au moment du vote de la loi, ça a été avec l'insertion par l'économique, qui avait le sentiment qu'on était en train de vider leur métier. Bon. C'est une illusion, ne serait-ce que parce que nous ne pouvons travailler qu'avec des territoires volontaires. Et je vous le dis tout de suite, je pense que les territoires volontaires, quel que soit l'effort que nous faisons, dans 10 ans, vous savez qu'on dit que la deuxième loi, c'est 50 territoires. Bon. Mais dans 10 ans, il n'y aura pas 50 territoires qui seront lancés. Il y en aura peut-être 30 ou 40. Alors il y aura un moment où, à force de voir que ça marche, j'espère qu'à un moment donné, il y aura une espèce de conversion des esprits et des cœurs qui se diront « mais oui, finalement, c'est la dynamique locale qui permet de résoudre ce problème. Et si on ne fait pas ça, ça ne marche pas. » Et qu'à un moment donné, la prairie commencera à prendre feu et qu'il y aura une accélération de l'entrée dans cette démarche. Mais je pense qu'on n'en est pas du tout là, qu'il faut vraiment se battre pour gagner les territoires l'un après l'autre. Je le dis parfois, mais je vais le faire quand même, parce que d'une façon qui peut apparaître un peu brutale, mais le travail de TZ dont Laurent a parlé, on a des territoires qui se présentent qui sont des chasseurs de primes, qui disent ils sont prêts à donner de l'argent public, etc. C'est formidable. Et on a un travail de conversion à faire qui est de... Le fait de chasser des primes, ça veut déjà dire qu'on a envie de faire quelque chose. Si on veut de l'argent, c'est qu'on a envie de faire quelque chose. Mais il faut un temps significatif pour passer de l'état chasseur de primes à l'état militant du consensus local pour le droit à l'emploi. C'est quand même 2 états de pensée collective. Hein. Ce n'est pas un monsieur qui change la manière dont il pense. C'est des gens qui, ensemble, s'arment pour faire ça. Donc partout où ça ne se fait pas, l'insertion par l'économique, elle est indispensable pour faire ça. Et même là où ça se fait, par exemple, à l'heure actuelle, vous voyez, on a des entreprises à but d'emploi qui atteignent en gros le chiffre fatidique de 80, 90, 100 personnes. C'est fini. On ne peut plus aller plus loin dans une entreprise qui fait 100 personnes. On ne peut pas avoir 150 personnes avec un chef d'entreprise et 150 chômeurs de longue durée, c'est pas possible. Donc on voit très bien que là, dans les 6 mois qui viennent, pratiquement partout, il va falloir développer une deuxième activité à but d'emploi. On ne va pas faire ça tout seul. On va faire ça avec ce qui existe sur les territoires, avec des entreprises, avec des chantiers d'insertion, avec des activités d'insertion, des entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est forcément avec des réalités qui existent. Bon, là, au début, on a démarré tout seul comme ça. Je pense que ce n'était pas une mauvaise manière de faire, parce que ça permet d'ouvrir les choses. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Il doit y avoir une solidarité territoriale qui s'exprime, et je pense que c'est une très bonne chose. Alors, la deuxième loi, pourquoi? Vous savez que c'est une expérimentation territoriale prévue par la Constitution. Pourquoi prévue par la Constitution? Parce qu'évidemment, les territoires où on expérimente ont des droits que n'ont pas les territoires où on n'expérimente pas. Donc il y a une inégalité devant la loi. Donc la Constitution dit on a le droit de faire ça. Mais on a le droit de le faire pendant une durée limitée. Et la loi organique qui dit comment on applique la Constitution dit 5 ans. Donc on a commencé en 2016, mi-2021, notre carburant s'épuise. Et donc notre avion tombe.
Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit au gouvernement, à l'heure actuelle, en 2021, ce n'est pas raisonnable de passer à l'échelle. Ce qu'on demande, c'est une deuxième période d'expérimentation. Donc, on demande à nouveau 5 ans. Donc, ce qu'on demande, c'est que le gouvernement fasse en sorte qu'il y ait une loi prise et applicable avant 2021, parce que sinon, on sera sans sauce, pour 50 plus. Alors, pourquoi 50 plus? D'abord, parce que nous pensons que dans beaucoup de nos territoires actuels, l'expérimentation sur 5 ans n'aura pas été au bout et qu'il faut continuer à expérimenter sur les 10 territoires déjà constitués, et que nous aurons, et nous avons déjà, des territoires qui se sont préparés, qui ont construit leur consensus, qui sont prêts à démarrer, qu'on a refusé la première fois parce qu'on n'avait que 10 places, mais qu'on pourrait accepter. Et donc le rôle de la deuxième loi, c'est de faire sauter le goulot de 10, de façon à ce qu'on puisse introduire de nouveaux territoires. Et là, on va être confronté à un problème très délicat, qui est comment on régule 20, 30 territoires. On ne va pas multiplier par 3 la taille du fonds d'expérimentation, qui n'est pas très fort, très grande, mais c'est 5 personnes temps plein, le fonds d'expérimentation. Mais on ne va pas mettre 15 personnes, puis après ça, quand il y aura 50 territoires ou 100 territoires, on ne va pas mettre 200 personnes. Ce n'est pas du tout la logique de notre projet. Mais il faut co-construire un autocontrôle des territoires par eux-mêmes avec certainement un gendarme central, parce qu'il faut garder un petit gendarme central qui... Bon. Mais vous voyez, il faut arriver à faire quelque chose qui soit dans l'esprit du projet, mais qui est... C'est une nouvelle aventure, c'est d'arriver à faire une fédération de territoires qui soit crédible vis-à-vis des pouvoirs publics, comme utilisateur d'argent public. Hein. On n'est pas en train... C'est comme une holding avec des filiales. Vous voyez, c'est... Oui, alors, ma question porte sur l'utilisation des fonds publics. Vous avez parlé d'une dotation d'environ 18 000 €, ce qui correspond sans doute à ce que coûte un chômeur de longue durée. Vous avez parlé aussi d'un coût de l'emploi de l'ordre de 25 000 € pour l'entreprise, et qu'actuellement, déjà, elles ont du mal à obtenir la couverture de ce gap, c'est-à-dire les 7 000 de différence. Alors je me demande comment, et en combien de temps, on arrive à faire baisser la dotation publique dans les entreprises ainsi créées. Alors on arrive à... ce qu'il faut bien mesurer, c'est qu'à l'heure actuelle, donc on a, dans la discussion qu'on a eue avec les pouvoirs publics, au moment du vote de la loi, il y a eu, comme c'est toujours le cas, une négociation, une âpre négociation entre nous et le gouvernement. Et on est arrivé à cette histoire de 18 000 €. Pourquoi 18 000 €? Parce que Patrick Valentin et ATD Quart Monde avaient fait un travail qui, pour l'instant, n'a pas d'équivalent, pour mesurer combien coûte un chômeur de longue durée à la puissance publique. Et était arrivé à la conclusion que ça coûtait 18 000 €. Donc ce qu'on a dit au gouvernement, c'était un message assez simple, c'est ça vous coûte 18 000 €, mettez 18 000 €. On était très conscient du fait qu'au démarrage d'une EBE, c'est-à-dire pendant ses premières années de fonctionnement, l'emploi allait coûter plus cher que 18 000 €. Donc il allait y avoir un déficit. Mais on était aussi confiant, parce qu'il y a quand même une très grosse expérience dans le travail adapté et dans l'activité d'insertion par l'économique de ces situations. On était confiant du fait qu'on était capable, au bout, alors selon les endroits et selon les activités, de quelques mois ou de quelques années, de trouver en revenus des entreprises à but d'emploi l'équivalent nécessaire. Et c'est évidemment au moment de l'exhaustivité qu'on constate ça. Parce que vous voyez, prenons le cas de Mauléon, qui sera probablement la première à atteindre cette situation. Tant qu'on est en croissance, on a besoin de fonds propres et on a besoin... Le déficit n'est pas une maladie fatale quand on est en croissance. Dès lors qu'on n'a plus d'emplois à créer, tout simplement parce qu'on fournit les emplois nécessaires pour assurer le droit à l'emploi, ben, toute l'énergie se concentre sur l'efficacité économique des activités qui sont faites.
Une entreprise à but d'emploi, elle fonctionne comme une entreprise normale. Et donc, elle diminue ses coûts, elle accroît son efficacité, elle se positionne sur des activités, elle abandonne peut-être certaines activités qui ne sont pas productrices de revenus, et elle en prend d'autres qui sont productrices de revenus, mais qui sont toujours de nature à pouvoir servir d'activité support pour les personnes qui sont dans l'entreprise. Et nous avons le ferme espoir qu'effectivement, cette situation, nous allons rester équilibrés. C'est un des éléments essentiels de l'expérimentation. Moi, j'ai toujours pensé que, du côté de l'administration, il y avait une grande focalisation sur est-ce que ça coûte vraiment pas plus de 18 000 euros à l'État? Est-ce que véritablement les 18 000 euros, on trouve la contrepartie en économie et en revenus? C'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est est-ce que les entreprises à but d'emploi, elles restent comme des entreprises en situation positive. Et je suis convaincu que ce challenge-là, on n'a pas fait la démonstration aujourd'hui. Je pense qu'on l'aura faite à la fin de 2019. On verra ce qu'il en est. À la fin de l'année prochaine, je pense que cette démonstration sera faite. Ce qui est bien parce que pour la deuxième loi, c'est ce qu'il faut. Bonjour monsieur, toutes mes félicitations pour votre initiative vraiment intéressante. J'ai une petite question qui est plutôt un peu technique, si vous voulez. C'est-à-dire, j'aurais voulu savoir comment raisonnez-vous, voyez, en termes de compte d'exploitation d'entreprise, parce que finalement tout se ramène à ça. Et avoir des charges, c'est pas un problème si on a du chiffre d'affaires, comme dirait la police. Voilà. Donc, est-ce que, j'imagine que vous avez des clients qui sont des clients potentiels, hein, c'est-à-dire que vous ne fonctionnez pas qu'en charge, et donc vous avez dégagé une marge. Alors, est-ce que vous avez pu établir un ratio, comme il en existe dans certaines professions, entre le chiffre d'affaires, et, par exemple, et le salaire brut que vous versez aux personnes? Entre le chiffre d'affaires et le salaire brut qu'on verse aux personnes, oui, ça on sait à peu près. Comme je vous ai dit, en gros, le coût, le chiffre d'affaires par équivalent temps plein, c'est quelque part entre 25 et 30 000 euros par an. Et le SMIC, c'est 22 000 euros. Et la subvention qui est touchée, 18 000 euros. Voilà les éléments. La question qui, à mon avis, est la plus intéressante, ce n'est pas tout à fait celle-là. C'est, dans une entreprise à but d'emploi en vitesse de croisière, quelle est la part de la subvention et quelle est la part du chiffre d'affaires généré localement? Alors, nous n'avons pas la réponse à cette question parce que tout simplement, c'est une situation que nous n'avons pas encore expérimentée. Notre sentiment, c'est que c'est de l'ordre de 30% le chiffre d'affaires. Mais évidemment, ce chiffre est extrêmement variable selon les territoires et selon les activités. C'est-à-dire que la question qui était posée tout à l'heure, qui est quel cocktail d'activité, le cocktail d'activité n'est pas le même d'un territoire à l'autre. Et la richesse du territoire n'est pas la même d'un territoire à l'autre. Et donc, en fonction et des territoires et des activités, la part de chiffre d'affaires varie. C'est pour ça qu'on a mis dans la loi dès le début le fait qu'il faut que nous puissions régler la subvention à ce qui est nécessaire, juste ce qui est nécessaire pour certains territoires, de façon à garder les ressources qui vont permettre de... Oui, excusez, toutes ces entreprises à but d'emploi ont évidemment des comptes. J'ai peut-être pas compris, c'est-à-dire que votre chiffre d'affaires, ça correspond à la part non subventionnée. Voilà. Or, moi, je raisonnais comme une entreprise normale. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui est, mettons, à 1 000 euros de 1 000 euros de salaire brut par mois, en gros, il a 50% de charge, ça fait 1 500 euros par mois. Multiplié par 12 mois, vous arrivez à 18 000. Vous avez aussi des frais. Ensuite, vous avez, mettons, vous avez ce qu'on appelle des charges de structure dans une entreprise que l'on rajoute, et puis éventuellement une marge bénéficiaire, etc. Bon, vous avez les entreprises d'intérim travaillent avec des ratios de 2,5 et vous avez les entreprises de conseil qui travaillent avec des ratios de 4, etc. C'est-à-dire que les gens sont facturés jusqu'à 4 fois leur salaire brut mensuel. Voilà. Alors vous voyez bien que si quelqu'un, par exemple, arrive à se facturer, vous prenez le double du salaire que vous voulez avoir, vous pourrez travailler à mi-temps. Vous voyez le raisonnement mathématique? Oui, mais je suis désolé, mais est-ce que vous appliquez sur les entreprises à but d'emploi des réalités que je connais un peu, mais qui ne sont pas du tout les mêmes. Les emplois interstitiels que nous créons ne peuvent pas du tout être facturés à ce niveau-là.
Oui, ma question porte sur un aspect complètement différent. Je trouve que votre démarche est tout à fait intéressante, mais vous avez bien dit qu'au début, il y a une exigence, c'est une volonté politique collective. J'ai envie d'ajouter dans la durée, pas uniquement le temps de toucher une prime. Oui, comme je vous l'ai dit. Oui. Mais alors, moi, mon expérience des territoires, c'est que c'est très difficile de créer une volonté politique collective durable. Et quelles sont quelle est votre expérience en la matière? Ben oui, c'est très difficile. Et comment et comment faites-vous? Et puis l'autre question, c'est celle du management de vos entreprises. Alors, c'est comme toujours, le risque vient au secours du manque de foi. Vous savez, ça, c'est une grande règle de l'activité humaine. C'est que dès lors qu'un petit début de foi a fait qu'on s'est mis en risque, il y a un arbitrage entre le risque résiduel et vous voyez, le cesser d'avancer est souvent beaucoup plus coûteux que de faire le surcroît de foi qui est nécessaire pour continuer d'avancer. Alors c'est une vision à la fois qui peut vous apparaître un peu religieuse, et je dois confesser qu'elle ne m'est pas étrangère, cette vision un peu religieuse, mais elle est en même temps extrêmement négative sur la façon dont nous agissons collectivement. Mais je crois que c'est les réalistes. C'est vrai que nous manquons souvent de foi, et qu'on le constate sur les territoires, y compris des territoires qui sont des territoires. Dans les 10 territoires qu'on a retenus, il y en a 4 avec lesquels on travaillait depuis plus de 4 ans. Donc la construction du consensus, y compris avec les chômeurs de longue durée. On avait mobilisé des chômeurs de longue durée, alors même qu'on n'avait pas un sou à leur donner. Hein. Et ils ont contribué vraiment à construire, y compris le système. Hein. Bon. Évidemment, ces gens-là étaient très soulagés quand l'argent public est arrivé. Bon. Mais même dans ces territoires-là, on constate que dans la durée, c'est pas joué. Simplement, plus l'action avance, plus le volume des problèmes que le territoire a à résoudre s'il veut s'arrêter est considérable. Et donc, la motivation des uns et des autres, elle est encouragée par ce risque. Je ne veux pas parler trop négativement, parce qu'il y a des gens formidables là-dedans, bien entendu. Mais nous-mêmes, on est dans la même situation. Je veux dire, on n'est pas au-dessus des autres. Je veux dire, c'est une action qui, je pense, s'entretient par les risques pris. Évidemment aussi par les résultats obtenus. Hein. Mais voilà. Oui, une question un peu personnelle. Vous qui êtes un haut fonctionnaire, qu'est-ce que vous avez appris ou découvert que vous n'imaginiez pas du tout avant dans vos fonctions précédentes, très liées à l'emploi? Alors, il y a plusieurs choses, parce qu'on peut interpréter votre question de deux manières assez différentes. Moi, je suis considéré comme étant un spécialiste des politiques de l'emploi. Et une des raisons pour lesquelles je me suis engagé, c'est assez curieux, c'est l'expérience que j'avais des cellules de reclassement. Comme j'ai été secrétaire général de Renault, hélas, dans l'automobile, quand on fait des plans sociaux, la politique de Renault, c'était qu'on devait reclasser tout le monde. Donc on construisait des cellules de reclassement, et ces cellules de reclassement, de fait, je pense qu'on peut dire que Renault, et c'est encore vrai aujourd'hui, a toujours offert des solutions pour tout le monde. Vous voyez, offert des solutions, c'est exactement comme privé d'emploi, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient prêts à prendre une activité pouvaient trouver quelque chose qui soit quelque chose de convenable par rapport à ce qu'ils étaient. Mon expérience des cellules de reclassement, c'est le fait qu'on mettait, nous, un patron de cellules de reclassement. Ça changeait complètement les choses par rapport à Pôle emploi. Très souvent, on prenait des gens de Pôle emploi dans les cellules de reclassement, qui sont des gens remarquables et qui font très bien le travail. Mais le fait qu'ils aient un patron changeait complètement les choses. Parce que, est-ce que tu dois prendre ce job-là? Est-ce que c'est correct de te dire ça, tu dois le prendre? Mais il y a quelqu'un pour le dire. Alors que Pôle emploi ne peut pas dire ça. Quand un chômeur dit je ne veux pas le prendre, ça ne correspond pas, il n'y a pas cette discussion. Il y a une relation d'homme à homme.
Et donc c'est pour ça que je m'y suis engagé. Il y a une première chose que j'ai vraiment découvert, c'est la diversité de la réalité du chômage de longue durée. Le chômage de longue durée à Lille, disons à Loos, le chômage de longue durée dans le 13e arrondissement, le chômage de longue durée à Villeurbanne, le chômage de longue durée à Mauléon, c'est pas la même chose. Mais pas du tout la même chose. Mais à un point qu'on n'imagine pas. Et que moi-même, je n'imaginais pas. Alors, d'une certaine manière, je me dis, mais comment ça se fait? Si, je le savais, mais à ce degré-là... Mais vous parlez en termes de profil des chômeurs ou en termes de de métier, profil des chômeurs, de réalité, quelle est la réalité sociale qui est derrière? Par exemple, le chômage de longue durée, à un endroit où le chômage global est faible, n'est pas du tout le même que le chômage de longue durée, là où le chômage global est fort. Le chômage de longue durée dans une ville n'est pas le même que le chômage de longue durée rural. Mais après ça, on s'aperçoit que le chômage de longue durée, Mauléon, c'est Deux-Sèvres, vous voyez, c'est la Vendée. Bon, c'est la marge de la Vendée. La Vendée, c'est très spécial. Les territoires, ils ont une consistance spécifique. Alors voilà ce que j'ai appris. La deuxième chose où j'ai appris aussi, c'est extraordinaire de voir comment se crée une entreprise de 100 chômeurs longue durée. C'est pas différent d'une certaine manière de Renault, hein. C'est toujours des gens qui co-construisent une activité. Et contrairement à ce que pensent beaucoup de gestionnaires de grosses boîtes, la co-construction de l'activité, ça existe. Et le travail réel est souvent très différent du travail imaginé par les dirigeants, y compris dans des entreprises qui ont des services d'ingénierie extrêmement développés, etc., etc. Quand on va regarder ce que font effectivement les gens, on voit qu'ils font ce qu'ils pensent devoir faire et qui n'est pas nécessairement ce qu'on imagine qu'ils doivent faire. Et c'est parfois eux qui ont raison, hein, donc c'est intéressant comme sujet. Et de voir comment ça se passe dans une entreprise comme ça, c'est un cas limite. Et donc, de ce point de vue-là, je dois dire que j'apprends beaucoup.